À plusieurs reprises depuis quelques années, les institutions de l'Union européenne ont été rappelées à l'ordre, et ce par plusieurs organismes. Accusées de ne pas être entièrement transparentes sur leurs relations avec les lobbies de l'industrie du tabac, les parlementaires européens ont été sommés de rendre publics les comptes rendus des réunions avec les lobbyistes. Ce lobby, déjà bien présent depuis les années 1950, inquiète de nombreux organismes de santé et de régulation, même au sein de l'Union européenne. En fait, ce scandale est le parfait exemple des questions soulevées par l'influence des lobbies auprès de l'Union européenne. Mais avant tout, savez-vous ce qu'est un lobby ? Pour faire simple, un lobby est un groupe d'influence. Appliqué au cadre de l'Union européenne, le terme lobbying désigne toutes les activités menées dans le but d'influer, directement ou indirectement, sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Europe. Mais cette définition reste très abstraite au sujet de qui sont les lobbyistes, n'est-ce pas ? On compte entre 30 000 et 35 000 lobbyistes à Bruxelles. Ceux-ci sont actifs dans de nombreux domaines comme l'environnement, l'innovation, l'action climatique, l'industrie et l'économie numérique afin de défendre les intérêts d'une entreprise ou d'un groupe. Certains lobbies ont davantage de moyens et donc sont plus influents. On retrouve par exemple les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui dépensent 100 millions d'euros par an pour défendre leurs intérêts auprès de l'Union européenne. Selon une étude, en France, 7% des lobbies sont des cabinets de conseil, 14% sont des associations et ONG, 28% sont des organismes représentatifs. Les sociétés privées représentent jusqu'à 36% des lobbyistes. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que les lobbies représentent leurs intérêts à Bruxelles de plusieurs façons. Certains font le choix d'ouvrir un bureau en ville, non loin de la Commission européenne. D'autres décident de faire appel à des firmes d'avocats ou des entreprises de consulting. La Fédération européenne, le CEFIC, qui représente les intérêts d'environ 550 compagnies chimiques auprès de la Commission européenne, en est un parfait exemple. Aussi, les lobbies sont des consultants au sein de la Commission. Aujourd'hui, l'Europe a davantage recours aux aides extérieures et dépend donc fréquemment du point de vue des lobbies qui apportent leur expertise dans les différentes affaires traitées. C'est notamment le cas des groupes d'intérêt économiques. Cependant, il ne faut pas se contenter de regarder les faits sous cet angle. Savez-vous quelle est la quantité de dossiers sur lesquels la Commission européenne se contente de sa propre expertise ? Si sa propre expertise reste majoritaire, elle est parfois insuffisante et débouche sur une aide extérieure, celle des lobbies. Mais les lobbies sont-ils totalement libres d'agir ? À cause de leur influence considérable, notamment dans le domaine économique, les lobbies sont accusés de menacer la démocratie. Cependant, leur activité n'est pas illégale. L'Union européenne juge même que le dialogue avec les groupes de pression est légitime et utile, afin que les politiques européennes correspondent aux attentes des citoyens. Mais ces échanges entre parlementaires et lobbies, ainsi que leurs dates, doivent être rendus publics. Ainsi, l'Europe a créé un registre de transparence en 2011, sur lequel tous les lobbies souhaitant mener des activités auprès de l'Union européenne doivent s'inscrire, obligatoirement. Ils doivent y indiquer quels sont les intérêts qu'ils défendent, ainsi que leurs moyens financiers et humains. Par ailleurs, un délai de réflexion est imposé aux députés pour éviter qu'ils ne travaillent pour un lobby juste après leur mandat. Aujourd'hui, plus de 13 000 lobbies y sont inscrits, et ce sont les seuls que peuvent rencontrer les députés, conformément à la réforme du règlement intérieur du Parlement européen de 2019. Malgré cela, certains jugent cette mesure insuffisante, notamment parce qu'elle ne permet pas de savoir précisément quelles sont les interactions entre les groupes d'influence et les institutions. En bref, on a du mal à y voir clair. Mais peut-on vraiment dire que tout est toujours tout noir ? On serait tenté de dire que la réponse est oui, que tous les lobbies n'agissent que dans leur intérêt. Cependant, les groupes d'intérêt économiques ne sont pas les seuls à faire du lobbyisme. Les ONG, ou organisations non gouvernementales, sont aussi de la partie. Financées essentiellement par des dons privés, elles se consacrent à l'action humaine au sein de la Commission européenne. Cependant, il a fallu attendre quelques décennies avant que les ONG rejoignent les autres lobbies à Bruxelles, au début des années 90. Bien que ces organismes travaillent pour le bien commun, le rapport de force entretenu avec les autres groupes est très inégal. En effet, que cela soit à propos de leur effectif, leur budget ou encore de leur capacité à se faire entendre sur des décisions, les ONG sont désavantagées.
Le champ d'action de ces organisations s'étend sur environ 1 ou 2 dossiers à la fois qu'elles traitent à l'aide de campagnes publiques afin d'attirer l'attention et le soutien des citoyens. Tandis que les groupes d'intérêt économique disposent d'un budget plus conséquent, leur permettant d'avoir recours à des spécialistes pour s'occuper d'une affaire. Finalement, les lobbies sont-ils les réels décideurs de l'Union européenne? Non, on ne peut pas dire que le lobbyisme est assez puissant pour régir chaque décision. De plus, l'Union européenne doit aussi se conformer aux réglementations internationales, par exemple celles décidées par l'ONU. Cependant, l'influence du lobbyisme est réelle, bien qu'inéquitable selon les moyens financiers des différents groupes d'influence.